Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous êtes censés voir pour Halloween, parce que c'est un concept que je ne reproduirai pas forcément tout le temps, sauf si ça vous plaît, auquel cas, il y en aura d'autres. Je me suis dit que j'allais profiter d'Halloween et de son ambiance un peu creepy pour vous sortir une vidéo autour de lieux fantastiques ou d'histoires un peu flippantes dans les Hauts-de-France. Bon, facile. 5 départements, 5 lieux, un lieu par département, donc Nord, Pas-de-Calais, Oise, Somme et Aisne. J'espère quand même vous faire un petit peu peur avec mes lieux étranges et si c'est le cas, vous connaissez la formule pour me soutenir. Ah bah oui, parce que c'est la première fois qu'une marque me soutient et j'ai l'honneur de vous annoncer que... non, pas du tout. Non. Pas de partenariat, non. Ouais, c'est nul, hein. Désolé. Comme beaucoup de régions de France, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie ont aussi eu leur lot de légendes, de croyances autour du diable, des rituels celtes, des trucs un peu dark ou parfois complètement glauques. Et je vais revenir sur 5 faits, lieux ou histoires qui m'ont marqué dans mes recherches sans pour autant tomber dans le sanglant ou le vulgaire. Encore que. Prenez votre plaid, un petit chocolat, éteignez les lumières et plongez avec moi sur ces lieux et histoires mystérieuses dans les Hauts-de-France. Le château maudit, Pas-de-Calais. Je ne mets pas le lieu précis parce qu'il est assez facilement accessible et je ne veux pas qu'il soit souillé par qui que ce soit. Déjà qu'il est dans un état pas très jojo, c'est pas pour en plus le pourrir une nouvelle fois. C'est un château qui est assez curieux et qui aura traversé les siècles et connu bien de drôles d'histoires. Fondé probablement au XVIIe siècle, il était la propriété d'une famille noble qui possédait d'autres propriétés dans la région, notamment le château de Créminil, une autre demeure connue dans le Pas-de-Calais. Vers 1780, il aura appartenu à la famille Lenoir, dont Monsieur Lenoir sera le lieutenant général de police de Louis XV et Louis XVI. Donc c'est pas n'importe qui. Enfin, il appartiendra à la famille de Sart, qui récupérera le château au XIXe siècle et qui donnera l'apparence actuelle à l'édifice, avec sa tourelle, sa belle façade qui donnera sur des étangs au pourtour du château. Un bel endroit donc. Mais c'est à partir de là que commencent quelques problèmes. Déjà 1918, c'est la guerre, le château est bombardé violemment par les Allemands lors de l'opération Georgette, dernière contre-offensive sur le front de la bataille de la Lys, qui en fait détruira quasiment tout l'axe entre Béthune et Saint-Omer. Et après la guerre, la famille de Sart ne rentrera plus jamais dans le château. Ils émigreront vers le centre de la France, dans un nouveau château, qui sera lui aussi détruit par les Allemands en 1940. C'est pas de chance. La bâtisse est donc revendue à une compagnie minière qui en fera un centre de loisirs et accueillera des bals, des banquets, puis changera de nouveau de main pour appartenir à un kinésithérapeute de Béthune qui y vivra seul des années 70 aux années 90 avant de mourir et de léguer le château à ses chiens. Non, c'est pas une blague. C'est donc la fondation Brigitte Bardot qui reprend le château et le revend directement à un promoteur qui voulait en faire plusieurs appartements de standing, appartements qui ne verront donc jamais le jour. Le château tombe encore plus en ruine et devient un vrai taudis, squatté, vandalisé et même incendié, et également visité par de nombreux curieux. Moi, en ayant fait partie. L'état du château est d'une immense tristesse et m'aura laissé tout au long de ma visite l'impression d'avoir été tout le temps suivi. Dans le château, j'entendais des bruits venant de l'étage alors qu'il était parfaitement vide. En visitant caves, dépendances, tourelles, façades, on aperçoit encore les traces des travaux des appartements, montrant que le château est réellement abandonné depuis peu. Je dirais au moins une bonne dizaine d'années. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que quelques curieux ont décelé une présence dans le château, le signifiant comme étant hanté. Mais pour moi, mis à part cette drôle de sensation de présence, aucun fantôme ne sera détecté ici. Juste un lieu assez méconnu, à l'histoire triste et assez malchanceuse, d'une bâtisse qui aura traversé les époques. La maison qui saigne, Saint-Quentin, Aisne. Bon, j'avoue, pour celle-ci, je me suis pas trop foulé parce que je ne savais pas quoi choisir dans l'Aisne. Il n'y a pas grand-chose comme histoire un peu fantastique, à part peut-être la Hôtel du Diable qui tendrait avec une ambiance un peu mystérieuse, ou les fantômes de Landowski, une étrange sculpture relatant la barbarie de la Première Guerre mondiale. Non, ici, j'ai décidé de vous parler de l'une des maisons hantées les plus célèbres de France parce que passée dans une émission en particulier, La maison qui saigne de Saint-Quentin. En 1986, rue de Mulhouse, à Saint-Quentin, une maison attire les soupçons et les interrogations d'une famille de locataires fraîchement installés dans une vieille bâtisse du quartier de Rémicourt. Après quelques semaines d'emménagement, ils vont commencer à entendre des bruits venant du rez-de-chaussée, des casseroles, des craies qui grincent, des gémissements. Bon, au début ça va, ils se disent que tout est normal vu que les maisons sont collées, ça pourrait probablement venir des voisins. La femme du couple découvre sur les murs de la cuisine d'étranges taches rouges, puis sur le linge, puis partout dans la maison. Elles se multiplient et n'apparaissent jamais aux mêmes endroits.
C'est assez bizarre, et moi pour dire personnellement, je me serais déjà barré. Faut savoir que le mari est routier, donc il n'est pas énormément présent, et c'est en général la femme du couple qui va recevoir les alertes, voir les taches rouges sur le linge, etc. Et ça aura son importance pour la suite. Lors des prochains mois, elle entendait toujours autant de bruit, des meubles qui se déplacent, des objets qui tombent, mais en se levant pour vérifier si tout se passait bien, et voir si un voleur ne s'était pas introduit chez eux, rien. Tout était parfaitement rangé, en place. Elle se demandait alors s'il ne se passait pas quelque chose dans cette maison qui était plutôt étrange. Et les tâches continuent de se multiplier, dans les chambres, dans le couloir, si bien qu'enfin, cette femme se décide d'appeler la police, pour en savoir plus. Le brigadier en charge de l'enquête apporta d'abord le soupçon sur le chien du couple, pouvant être blessé, qui aurait pu projeter donc du sang partout dans la maison avec sa queue. C'est un drôle de soupçon, mais aucune blessure n'est à déplorer sur l'animal. Les taches rouges sont alors prélevées et envoyées en analyse, et le labo est formel. C'est du sang. Et pire que ça, c'est du sang humain. Et là, clairement, c'est tout de suite un peu moins classe. L'affaire a donc été très vite médiatisée et les curieux n'arrêtaient pas d'aller et venir devant la maison qui saigne, si bien même que TF1 y consacrera un reportage sur une émission dédiée au paranormal et au mystère. Les locataires n'étant plus tranquilles, la police décide de sceller la maison durant une semaine en évacuant la famille et en plaçant un peu partout dans la maison de la farine pour voir si des empreintes de pas auraient pu être prélevées et surtout pour prévenir de toute effraction. C'est quand même assez fou de se dire que tu ne sais pas ce qui se passe chez toi et tu dois attendre une semaine pour y découvrir peut-être des nouvelles choses. Ou peut-être rien, mais si. De nouvelles taches de sang étaient apparues sur le sol, la table de la cuisine et dans le couloir. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un sketch, un canular, ou une véritable scène paranormale? Pour y faire face, la police fera appel à un médium qui analysera la maison et donnera son verdict. Il faut creuser dans la cave pour trouver quelque chose. Mais il n'y a rien dans la cave, sauf peut-être une présence qu'aurait senti le brigadier en charge de l'enquête au moment de la fouille. Comme s'il avait été poussé alors que personne se trouvait autour de lui. Le couple de locataires se barrera fissa de la maison et depuis, des nouveaux locataires ont aménagé et plus rien. La maison n'aura plus aucun phénomène paranormal. Bon, là on peut quand même se poser des questions. Déjà, le fait que ce soit uniquement la femme du couple qui voit les choses en dit beaucoup sur l'état de véracité de ses propos. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça n'a pas été un petit peu enjolivé avec ce reportage de TF1? On ne sait pas trop. Moi personnellement j'y crois pas trop, sachant que la maison a été rénovée et que le phénomène aura donc été amplifié, quitte à le rendre des fois complètement idiot. Mais quand la télé s'empare des phénomènes pour une sombre histoire d'argent, eh ben on voit ce que ça donne. Je suis d'ailleurs passé devant la maison qui a été fraîchement rénovée en effet, et je n'ai pas senti de présence particulière. Je présume que c'est une simple histoire, mais c'est quand même assez troublant. Les arbres de Saint-Claude, Sénarpont, Somme. Alors ça c'est une histoire réelle qui est beaucoup plus triste mais qui peut surprendre au premier abord. On part dans les confins de la Somme, à la frontière avec la Normandie, pour découvrir un paysage désolé, presque lunaire. Les arbres à loques de Saint-Claude. On pourrait presque croire à une décharge, à un lieu sale, mais il s'agit bel et bien d'un lieu de culte, une pratique votive. Placer des morceaux de vêtements sur des arbres pour obtenir la guérison d'une maladie. Les arbres à loques, on en retrouve un peu partout dans le nord de la France ou en Belgique, mais celui-ci est particulièrement impressionnant puisqu'il est gigantesque. Ce n'est pas un, mais plusieurs dizaines d'arbres qui vont être décorés de vêtements de gens malades de la peau, morts ou en rémission. Enfants, adultes, tout le monde y a droit et cette croyance remonte déjà à plusieurs siècles puisqu'ici, déjà au XVe siècle, la peste était arrêtée à cet endroit alors que les villages voisins étaient décimés par la maladie. Au XVIIe siècle, rebelote. Dès lors, l'endroit est considéré comme étant empreint de magie. Il est alors voué à la fois au culte chrétien de Saint-Claude et à un culte païen, et l'on vient d'un peu partout accrocher à un arbre des morceaux de tissu ayant touché des malades afin que ceux-ci guérissent. Autrefois ici, il y avait une chapelle dédiée à Saint-Claude, mais qui aurait été détruite par les guerres successives, et il ne reste plus qu'un petit oratoire dédié au saint. 1918, la grippe espagnole n'atteint pas Sénarpont et la croyance se renforce toujours. Ici, des ormes centenaires ont été abattus, mais les souches sont encore embaumées de vêtements, et ce, jusqu'au début de la forêt 2. À voir ça, moi, ça me terrifie un peu. Il y en a même jusqu'à l'intérieur de la forêt. C'est incroyable. C'est un site qui n'est pas forcément beau, mais qui relève d'une forte croyance pour ceux qui veulent guérir des maladies de la peau. Personnellement, il m'a laissé un goût amer, et je me suis senti assez mal en le visitant, mais c'est à voir, clairement. Le tombeau du philanthrope, Wargny-le-Grand, Nord. Alors celui-là, je l'avais découvert en 2018 et je l'avais trouvé assez dérangeant. C'est un endroit qui m'a inspiré d'ailleurs pour faire cette vidéo. Retour dans l'Avesnois, découvrir un drôle de tombeau, à la fois glauque
est complètement insolite. On est devant une tombe, littéralement. Mais pas n'importe quelle tombe, celle du caveau de la famille Del Valle, une riche famille du village de Wargny-le-Grand, le village où est situé ce monumental chef-d'œuvre. C'est d'ailleurs la mémoire et la vie de Xavier Éléodore Del Valle, né en février 1847, que l'on salue ici, un homme si riche qu'il put vivre de ses rentes dès sa naissance. Comme quoi, hein. Cet homme fit construire 2 maisons, une première que l'on peut appeler le château et qui existe encore, mais qu'il n'aimait pas du tout. Très superstitieux, il a quitté la maison du jour au lendemain parce que l'horloge à poids du salon s'était renversée en sonnant minuit. Du coup, 2e maison qui tenait plus de la ferme fortifiée que d'un château classieux, qui est aujourd'hui baptisé le Salon du Philanthrope, qui existe toujours et qui est à côté du tombeau. Mais pourquoi philanthrope? C'est parce que M. Del Valle était un homme extrêmement bon, humain, un fidèle bienfaiteur, charitable et sincère, qui aura fait énormément pour son village, malgré ses singularités et ses goûts douteux. C'est ainsi que dans son grand âge, il fit bâtir cet impressionnant caveau, fait uniquement avec de la pierre bleue de Soigny, un matériau extrêmement coûteux et de grande qualité, taillé si finement que les joints entre les pierres sont invisibles. Nichés dans une butte de plus de 8 mètres de haut et de près de 20 mètres de large, 2 tours subsistent avec une lourde grille. Toute cette création est entièrement artificielle et d'une incroyable beauté macabre. Et encore, vous n'êtes pas descendu dedans. Moi, si. À l'intérieur, 3 salles. D'abord un vestibule avec un autel et un buste en plâtre du philanthrope. Ensuite, on amorce la descente. On descend dans la tombe via des escaliers qui conduisent à une première salle, octogonale de près de 4 mètres de diamètre. Au centre se dresse la statue de Xavier Del Valle, grandeur nature, d'1,90 m. À ses côtés, des bustes représentent ses liens de parenté. Enfin, continuant le chemin, on entre dans la dernière salle, extrêmement lugubre, entièrement en pierre bleue, un sarcophage de pierre où repose Xavier Del Valle, dans un cercueil en zinc qu'il avait essayé lui-même avant de mourir. À ses pieds, une religieuse est en prière. Et ce qu'il faut savoir sur cette salle, c'est que c'est une représentation extrêmement fidèle du défunt sur son lit de mort. Rien ne manque. Tout est fait d'un réalisme saisissant, des moulures du lit, aux détails de la table de nuit. Et c'est justement le réalisme du cercueil qui frappe les visiteurs du tombeau. Il était même si réaliste que Xavier Del Valle, en l'apercevant, fut horrifié par son œuvre. On dit même qu'il protesta jusqu'à sa fin de vie pour ne plus jamais entrer dans le tombeau et ne jamais être enterré ici. Et c'est pourtant bel et bien ici qu'il repose depuis le 23 décembre 1926. J'ai adoré cet endroit. Si vous pouvez le visiter au moins une fois dans votre vie, faites-le sans attendre, vraiment. Par contre, ne visitez pas le dernier endroit de cette vidéo. La carrière de Jacques Messrine, Oise. Visiter les carrières est un exercice extrêmement risqué si l'on n'est pas préparé. N'y allez jamais seul et n'y allez jamais sans équipement car ce sont des endroits dangereux. Je suis sérieux, je rigole pas, c'est vraiment dangereux. L'Oise regorge d'anciennes carrières utilisées depuis des millénaires pour construire Paris entre autres et le bassin carrier de l'Oise est le plus important de France. Et c'est l'une de ces carrières qui va connaître une histoire glauque liée avec l'ennemi public numéro 1, l'un des plus grands gangsters français, le Robin des Bois français d'ailleurs, Jacques Messrine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jacques Messrine est un braqueur renommé ayant participé à de nombreux cambriolages et vol à main armée, notamment dans des banques, une imprimerie, et sera arrêté avec une médiatisation impressionnante, offrant même le cigare et le champagne au commissaire en charge de son arrestation, Robert Broussard. Il parviendra à s'évader de la prison de la Santé, réputée inviolable, avec un complice. Et nous, l'épisode qui va nous intéresser se passera moins de 3 mois avant sa mort. En août 79, le journaliste de Minute Jacques Tillier écrit un article à charge contre Jacques Mess, le diffamant en disant qu'il n'était pas une personne réglo avec ses associés et qu'il était un bandit sans honneur. Forcément, ça chauffe un peu le Messrine. Ni une ni deux, il organise avec Charles Bauer, un complice, un guet-apens, près de Senlis, pour enlever le journaliste. Les 2 hommes donnent rendez-vous à Tillier, non loin de Clichy, et se dirigent en direction de Paris, avant de faire une petite balade dans l'Oise, près de la forêt d'Alatte. Tillier sent que ça ne va absolument pas bien se passer pour lui. Dans la voiture, pendant le trajet, il est très nerveux, et il a compris qu'il était enregistré par Messrine lui-même. Arrivé dans la forêt d'Alatte, l'équipe prend un petit chemin pas plus large que la voiture. Ils font 150 mètres, puis une vingtaine de mètres à pied, jusqu'à une caverne où ils s'engouffrent. C'est à ce moment que Messrine l'aurait frappé à coups de pied et à coups de poing, l'injuriant, puis lui aurait lié les pieds avec une corde et l'aurait déshabillé. Messrine sort des bougies et les pose sur une table de fortune. Le gangster alors commence sa macabre torture. Il lui colle 3 balles. Une dans la joue pour éviter de dire des conneries, une dans le bras
pour éviter d'en écrire, et une dans la jambe, pour éviter qu'il s'enfuit. Et ils le laisseront nu, pour mort, dans cette grotte. Il sera retrouvé à 13h35, le long d'une départementale, après avoir rampé plus de 6 km, nu et ensanglanté. Cette grotte, c'est une ancienne carrière de l'Oise, et elle est toujours ouverte et visible. Je ne vais pas aller bien loin, j'ai peur de ce genre d'ambiance et des gens qui peuvent errer dans les carrières. Mais voir qu'ici ce lieu existe encore et est encore énormément visité, souillé et dégradé, ça fout clairement les jetons. Ce qui me fait extrêmement peur ici, t'es tout seul, l'impression d'être seul et l'impression d'être suivi tout le temps. C'est affreux. Je m'aventure pas là-dedans tout seul. Certainement pas. Il y a drôle d'histoire partout. Mais celle-ci, elle me fait particulièrement flipper. Ça fait peur. Ça fait extrêmement flipper. C'est d'ailleurs ici que Vincent Cassel, en 2008, pour son film L'Instinct de mort, tournera la scène de la torture, dans la caverne originelle. Jacques Messrine mourra le 2 novembre, 2 mois plus tard, en plein Paris. Purée, eh bien, quel lieu de fou, hein. C'est lequel ton préféré de la série? Sache que j'ai adoré tourner cette vidéo et que si ça te plaît, eh ben il y en aura d'autres. Allez, c'est bon, on change d'ambiance, tranquille. Merci à vous tous pour votre soutien et votre engouement autour de mes vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager cette vidéo qui aura pris plusieurs semaines à être préparée. Si vous voulez participer financièrement à cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous rendre sur ma page Tipeee, dont le lien est dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit après cette vidéo riche en émotions, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous. C'était Valoutre. Ciao!